Bonjour à tous et à toutes. Donc je fais ce podcast qui est le premier podcast que je fais, euh, qui sera un podcast que je renouvellerai peut-être sur un autre sujet, ou pas d'ailleurs. Ce sera selon si j'ai envie de m'exprimer ou si je ressens le besoin de m'exprimer ou pas. Sachant que là, j'avais envie, donc je le fais. Voilà, tout simplement. Donc en fait, moi je fais des débats en fait de manière récurrente sur internet depuis maintenant quelques temps, même quelques années. Et jusqu'ici j'étais on va dire spectateur des gens qui faisaient des vidéos, qui en gros donnaient le là des thèmes abordés. Et même parmi les gens qui parfois défendent nos points de vue, on n'est pas forcément toujours d'accord, ou en tout cas on n'a pas forcément toujours l'impression que notre point de vue est forcément bien défendu. On a peut-être des fois des points à ajouter. Et donc il me trouvait important de faire à mon tour des vidéos ou des podcasts pour pouvoir donner mon point de vue. Voilà, tout simplement. Alors je le fais de manière totalement anonyme. Déjà parce que je trouve ça un peu dommage, c'est que sur internet aujourd'hui, quand on donne son avis, on est forcément en fait scruté, observé, et le fait de le faire de manière anonyme, ça permet justement d'éviter ce voyeurisme. Ce sera d'ailleurs un des points que je vais développer dans ma vidéo, euh, qui permet justement ce voyeurisme des fois de discréditer les gens, non pas sur le discours, mais sur des attaques qui deviennent personnelles, ce qui à mon avis biaise le débat. Donc voilà. Euh, Ensuite, si je fais ces vidéos, c'est parce que je réagis en fait à la dernière vidéo d'un autre podcasteur qui s'appelle Scadi. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, il n'est pas très connu, mais c'est quelqu'un donc qui fait des vidéos depuis déjà 7 ans, je crois. Ouais, 7 ans sur internet, sur son Facebook, sur YouTube. Qui donne son avis sur des sujets. Ça peut être sur. En ce moment, son créneau, c'est sur la dissidence, sur Soral, sur Dieudonné. Comme ça bouge un peu pas mal de ce côté-là, il donne son avis. Donc voilà, et dans sa dernière vidéo, justement, il se félicitait que les jeunes, de plus en plus, prenaient leur téléphone portable et se filmaient ou simplement s'enregistrer, à parler et à discuter des sujets qui les intéressaient. Donc voilà. Donc comme c'est la première fois que je fais ce type d'enregistrement, eh ben je vous demanderai quand même d'être on va dire sympa avec moi, parce que bah, évidemment ce sera je pense pas parfait. Je vais essayer d'être le plus brut possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de montage. Je fais quand même plusieurs prises de vue parce que ce sera assez long et que bon, je suis un peu bordélique, donc c'est quand même important que j'arrive à me retrouver. Donc déjà de fait, j'ai fait une feuille A4 que j'ai remplie des deux côtés avec les idées directrices de ma vidéo. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est qui sont les débats en fait qu'il peut y avoir, les différents débats sur internet et ce qui en découle, parce que je vois que bon les gens débattent sur internet, c'est bien, mais il y a quand même des limites. Et donc moi je vais simplement vous donner un exemple tout à fait récent. Je vais pas partir d'un fait général, hein. Ce serait trop long, trop compliqué, et comme je tiens pas à faire des vidéos qui seraient justement longues parce que je veux pas que ce soit indigeste. Je vais quand même essayer de faire une vidéo quand même assez conséquente en explicitant bien les choses dont je vais parler. Mais voilà, faut pas non plus que ce soit indigeste, donc voilà.
Et donc moi je discute sur internet avec beaucoup de gens, je discute sur les médias de la dissidence, sur des groupes de médias classiques, sur des forums, sur YouTube, sur Facebook, sur la page de la dissidence tolérée, on va dire, comme Mediapart, etc. Sur des profils privés aussi, donc des gens qui regroupent des fois des milliers de personnes et qui lancent des débats, des fois simplement avec des gens qui n'ont pas forcément ne recherchent pas forcément le débat, mais qui partagent des choses qui m'intéressent. Et donc on parle de plein de choses, hein, religion, politique, sport, économie, capitalisme, laïcité, enfin tous les débats de société en fait. Euh, et de non-société aussi, parce qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés, hein, ou pas forcément abordés de manière générale par les gens, hein, que ce soit la philosophie, la littérature, enfin tout ce qui est plus culturel. Hein. Donc voilà. Donc avant de commencer, je vais quand même me présenter un minimum, tout en restant anonyme, hein, comme je le souhaite. Donc moi déjà, je suis jeune, hein, j'ai bientôt 23 ans, je suis de confession musulmane, pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, c'est un rapport plus ou moins avec le sujet. Donc en fait, moi je fais suite à un débat, enfin à un article qui a été mis en ligne sur la page Facebook de Mediapart. Donc Mediapart, c'est quand même on va dire un média qui est plutôt fait pour les gens qui quand même réfléchissent, on va dire un minimum. Hein. Officiellement, c'est quand même des gens qui sont censés avoir un certain esprit critique, une certaine culture, qui quand même s'y connaissent un peu sur certains sujets pour justement se positionner parfois contre, essayer de dénoncer certaines ingérences d'État, etc. Et donc l'article, en fait, il traitait d'un documentaire donc sur le voile islamique en Iran. Alors, faut savoir déjà que moi, je suis pas abonné chez Mediapart, mais mon père est abonné chez Mediapart. De fait, moi, j'utilise des fois ces identifiants pour pouvoir aller voir directement les articles qui m'intéressent. Excusez-moi. Et donc, suite à cet article, il y a eu... donc c'était sur le voile islamique en Iran. Donc l'Iran qui est un pays à dominance chiite hein, en termes de religion. Donc moi je suis sunnite, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est un débat qui est théologique et qui nécessite d'avoir des connaissances que moi je n'ai pas forcément. En plus je ne suis ni imam ni théologien, je ne prétends absolument pas m'adresser au nom de toute une communauté, au nom de toute l'humanité, hein. Je donne que mon avis qui est personnel. Voilà. Donc en fait j'avais vu un commentaire, et donc en fait moi j'ai commenté ce commentaire, hein. Vous savez quand vous commentez un article sur Facebook, vous pouvez répondre aux commentaires. Donc moi j'avais répondu en fait à ce commentaire qui était tout à fait intéressant, qui était le commentaire d'un Français. Alors je ne sais pas du tout s'il était musulman ou pas. En tout cas, il vivait dans un pays du Maghreb, je ne sais pas lequel. Excusez-moi. Hein. Mais qui donc disait que justement le voile, c'était une obligation qui était divine, mais qu'à aucun moment Dieu n'avait demandé aux hommes de se substituer en fait à son pouvoir en obligeant de quelconque manière les femmes à le porter. C'était les femmes qui devaient le faire sur la base du volontariat. Ce à quoi, évidemment, moi j'ai rajouté un petit peu de théologie là-dedans, en montrant que j'étais évidemment d'accord. Ce sur quoi, évidemment, plein de gens ont liké mon commentaire. Donc des chrétiens, des athées, des laïcs, des musulmans, évidemment, peut-être des juifs. Donc voilà. Et donc cette conversation, au début, a tourné autour du fait que, bien sûr, Dieu ordonnait aux femmes de porter le voile, mais que c'était pas aux hommes de faire appliquer cette loi en rendant en quelque sorte l'islam indigeste aux femmes, mais que c'était les femmes qui devaient elles-mêmes prendre conscience de l'intérêt qu'elles avaient à porter le voile, et de le faire ensuite, ou pas, sur la base du volontariat. Voilà. Et
Donc c'était un point qui était important à noter, parce qu'aujourd'hui on entend souvent oui, l'homme qui soumet sa femme, qui l'oblige à porter le voile, etc., sous peine de lapidation, etc., etc., etc. Et moi justement je réfutais cette idée en disant que mais si les hommes se mettent en quelque sorte à la place de Dieu en obligeant les femmes à porter le voile sous des peines en gros sous la menace d'une peine terrestre, c'est-à-dire une lapidation ou battre sa femme, etc., etc., etc. Et ben c'était presque blasphématoire, puisque justement c'était quelque part le fait que les hommes se substituent à Dieu, alors qu'en quelque sorte les hommes doivent en quelque sorte enjoindre leurs femmes à porter le voile, les inciter à le faire, mais absolument pas les y obliger. Voilà, il faut pas non plus que les femmes le portent de manière tout à fait hypocrite. Il faut pas rendre l'islam difficile. Il faut pas le rendre comment dire, il faut pas le rendre, il faut pas donner une mauvaise image en fait. Il faut pas que la femme ait une mauvaise image de l'islam, une image en fait obligatoire sous peine de l'homme qui la frapperait, etc. Il faut au contraire qu'elle réfléchisse et qu'elle voilà. Et je démontrais justement que la majorité des femmes qui le portent sont des femmes tout à fait équilibrées, construites et qui souvent on parle à leur place comme si, sous prétexte qu'il faudrait les défendre et les libérer de ce symbole patriarcal, en quelque sorte comme si elles étaient impossibles de réfléchir d'elles-mêmes et de... Voilà, c'est quelque part, c'est presque anti-féministe de penser que ces femmes sont incapables de réfléchir d'elles-mêmes et de savoir ce qui est bon pour elles. Si elles ont envie de le porter, elles le font, et si elles n'ont pas envie, c'est un problème, ça me regarde pas. Donc je vais pas forcément revenir sur l'intégralité de la conversation, puisque elle a quand même engendré plus de 75 commentaires à ce jour. Donc ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais ce qui m'a choqué, c'est que certaines personnes qui justement avaient liké mon premier commentaire, parce qu'il y avait un discours évidemment très tolérant, très... voilà, qui plaisait, hein, qui était un discours plaisant à entendre pour les gens, alors que moi, bon, à la base, le but de ce commentaire, c'était justement de montrer que les avis étaient complètement divergents au sein de la communauté, et que souvent, les gens qui parlaient justement du voile islamique, surtout en Iran, où justement ce sont des chiites et non des sunnites, les gens avaient tendance en fait à tout ramener au sujet de l'islam à une généralité, comme si tous les musulmans pensaient pareil, qu'il n'existait qu'un seul courant, etc. Alors que moi, non, je démontrais bien que, au contraire, il y avait des musulmans qui étaient bien plus ouverts que d'autres qui étaient strictement littéralistes, d'autres qui, au contraire, étaient strictement spirituels, d'autres qui alliaient les deux, voilà. Et en fait, le problème, c'est que plus vous essayez d'expliciter votre point de vue, plus vous amenez du contenu. Du contenu qui, de fait, va forcément amener des gens à vous poser une contradiction. Jusque-là, moi, pas de problème. Hein. Je viens dans un débat, je suis prêt à répondre aux contradictions, du moment que cela se fait dans le respect, dans la courtoisie, etc., etc. Et parmi ces gens qui m'ont mis justement des contradictions, il y en avait certains qui justement avaient liké mon premier commentaire, et qui, par la suite de la discussion, ont commencé à me réfuter. Alors au début c'était gentillet, hein, c'était simplement toujours sur le sujet, et puis peu à peu, les gens ont amené le sujet en fait sur un autre plan. Donc on s'est écarté du sujet de base, peut-être parce que justement le fait de les mettre en déroute face à leur argument, ça les dérangeait, et donc on en est venu en fait à des attaques qui étaient au contraire devenues personnelles. Et donc je faisais référence au début de la vidéo au fait de rester anonyme, mais justement c'est là que j'y vois un intérêt, parce que ces gens se sont permis dans un esprit presque voyeuriste, hein, pour essayer de me discréditer dans mon discours, de venir piocher sur mon profil Facebook, ce qui n'a rien à voir avec le sujet de base, hein,
des photos, etc., de choses qui viendraient remettre en cause la personne que je suis, le discours que je tenais, d'essayer de chercher des contradictions là-dedans. Et donc cette personne justement avait a pris comme exemple une photo que j'avais sur mon Facebook d'un drapeau, en fait, le drapeau de l'islam, en fait, qui est le drapeau sur fond noir avec la shahada, la profession de foi musulmane écrite dessus. Donc la profession de foi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de dire, c'est le premier pilier de l'islam, et c'est le fait de dire il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohamed est son prophète et messager. Donc sur le drapeau, il y avait ça écrit en arabe. Donc c'est un drapeau noir avec écrit cette phrase en arabe dessus. Et cette personne s'est permis de mettre un lien vers cette photo, sous prétexte que ce serait un symbole du terrorisme, que donc je serais un faux tolérant, que j'aurais un discours faussement tolérant justement pour induire en erreur les gens, etc., etc., etc. Ce à quoi moi j'ai répondu que c'était un symbole universel de l'islam et que ce n'était nullement un symbole strictement réservé à des intégristes ou à des terroristes, ou voilà. C'était un symbole universel. Et j'ai pris comme référence le fait que par exemple le Ku Klux Klan, qui est un groupe raciste de blancs américains qui justement luttaient contre les noirs américains, et qui ont brûlé, ont assassiné des noirs, hein, avaient justement comme symbole la croix chrétienne. Et j'ai justement fait référence au fait que ce n'est nullement parce que ces gens du Ku Klux Klan avaient comme symbole la croix, que eux-mêmes étaient forcément tous, enfin que les chrétiens étaient eux-mêmes tous des racistes et qu'ils étaient tous partis du clan. Voilà, et qu'ils avaient tous envie d'assassiner des noirs. Mais au contraire, il y a même des noirs qui sont chrétiens et qui ont la croix comme symbole. C'est voilà. Donc moi je faisais simplement référence au fait que le fait de prendre comme symbole le drapeau islamique, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est forcément pro-terroriste, pro-intégriste, etc. Donc là-dessus, ça n'a pas été la seule chose. Hein. Il y a eu d'autres arguments. On m'a avancé, alors cette même personne a avancé que le simple fait d'être musulman, alors qu'elle était d'accord avec moi au début, hein, non, ça c'est quand même un point qui est important à retenir, c'est que cette personne était d'accord avec moi au départ. Cette personne a déclaré que le simple fait d'être musulman serait une négation de son existence et une négation du christianisme. Donc en gros, il accepte mon discours de tolérance, mais pour que je sois vraiment considéré comme quelqu'un de pas dangereux à ses yeux, il faudrait que je lâche ma religion. En gros, je n'ai pas le droit d'intervenir dans un débat et d'avoir raison. Surtout que c'est un débat qui s'adresse qui parle d'islam. Donc, en gros, moi, musulman, je n'ai pas le droit d'intervenir dans un débat qui parle des musulmans, d'avoir raison dans le débat, sur le simple fait que je serais musulman. Je devrais lâcher ma religion. C'est-à-dire qu'en gros, le débat sur les musulmans, il est simplement réservé à des gens qui sont laïcs ou chrétiens ou athées. Ou voilà, les musulmans sont systématiquement retirés du débat quand il s'agit de parler d'eux. On leur donne pas la parole. Et surtout sur le voile islamique, ça c'est une chose que j'ai remarqué chez tout le monde. C'est on accorde à tout le monde, hein. Vous pouvez regarder même dans les médias classiques, à la télévision ou quoi, quand on parle du voile islamique, il n'y a jamais une femme voilée qui intervient, ou un musulman lambda qui intervient, ou un imam lambda qui intervient, ou un savant véridique. Hein, on nous fait intervenir ou des pseudo-philosophes orientalistes qui ne sont pas musulmans, où on nous fait intervenir des faux imams ou des imams déviants à la sauce Chalgoumi, Birbache, etc. Ou des boubakers, enfin j'en passe. Mais par contre, on ne fera jamais intervenir une femme voilée
pour s'exprimer sur le sujet. Donc forcément, si le débat est biaisé par le fait que ce sont toujours les féministes ou les athées, les laïcs qui viennent s'approprier le débat, on en vient toujours aux mêmes conclusions. La femme musulmane, elle est soumise, c'est un symbole du patriarcat, etc., etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, il a osé dire une autre chose que moi je me suis senti obligé de réfuter. C'est qu'il a déclaré qu'il y avait une incompatibilité entre le fait de s'intéresser et d'apprendre la théologie islamique, c'est-à-dire d'être musulman et de vouloir apprendre le Coran, d'apprendre les hadiths, de lire les tafsirs, de lire les différents livres islamiques, etc. Et que ça, c'était incompatible, en fait, avec le fait de s'intéresser à d'autres disciplines, comme la philosophie, les mathématiques, la science, l'économie, etc. Alors, sur ce sujet, j'aurais énormément d'exemples à donner. Et d'ailleurs, j'en ai donné déjà quelques-uns dans la discussion qui étaient pas mal. Déjà, c'est quand même un peu abusé d'oser dire qu'il y a une incompatibilité entre le savoir profane, entre guillemets, et la théologie. Puisque la théologie elle-même nous pousse justement à grandir notre savoir. Donc, mon premier argument, en fait, ça a été de dire, de donner l'exemple, en fait, de la vie personnelle des gens. Moi, personnellement, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire des études dans le domaine du droit immobilier, que j'ai par la suite arrêté pour des raisons personnelles, parce que je trouvais que c'était un métier, agent immobilier ou un truc comme ça, c'est quand même des métiers où on est quand même dans le domaine presque du requin commercial, hein, donc c'est pas des métiers qui sont forcément très gratifiants. Donc voilà, moi j'ai arrêté. Mais bon, j'ai quand même fait des études dans ce domaine-là, et donc voilà. Donc les gens, les musulmans en général, ils font des études, ils s'intéressent à d'autres sujets, ils lisent des livres autres que simplement uniquement le Coran. Il faut sortir de cette idée que, voilà, comme on est musulman, on est... de toute façon, c'est la rhétorique classique, hein, c'est quand on est musulman, on est forcément un intégriste, centré sur uniquement la religion, on est incapable de penser par soi-même et d'avoir d'autres points de vue, d'alimenter son point de vue et ses idées avec du savoir autre, comme l'art, la philosophie, etc. Alors que bon, je veux dire, simplement l'histoire, ça nous prouve le contraire. J'ai envie de dire à ces gens qui pensent cela. Déjà, dans un premier temps, si on avait vraiment une culture qui était uniquement helléno-européenne, c'est-à-dire chrétienne, grecque, uniquement basée donc sur un savoir européen, comment se fait-il que en France, comme dans les pays, dans la majorité des pays d'ailleurs, on utilise des chiffres arabes? Et oui, parce que bon, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, nous, on n'utilise plus les L, les V, les X pour exprimer les chiffres. On utilise des chiffres arabes. Voilà. Et donc j'ai donné des exemples tout simples. J'ai donné les exemples d'Avicenne et d'Averroès, qui sont donc qui sont connus en Europe surtout pour être des philosophes, et donc qui étaient musulmans. Donc c'était des théologiens musulmans, donc des gens qui s'y connaissaient en religion, mais qui avaient donc une réputation quand même de philosophes, qui s'intéressaient à la philosophie grecque, en premier lieu, mais qui étaient également aussi des juristes, des gens qui étaient de très bons astronomes, des gens qui étaient de très très bons médecins. Voilà, ils étaient dans plein de domaines, hein, c'était des mathématiciens, des astronomes, voilà, on va pas tout refaire leur curriculum vitae, mais bon, voilà quoi, c'était des gens qui s'y connaissaient dans plein de domaines et qui étaient des génies presque dans les domaines où ils s'exprimaient, et qui surtout avaient plusieurs disciplines. C'était pas des gens qui se limitaient uniquement au savoir islamique, et pourtant c'était des gens qui étaient au niveau du savoir islamique d'excellents théologiens, il faut quand même le savoir. Donc voilà, moi c'était déjà
deux gros points sur lesquels je voudrais quand même les remettre en cause les gens, c'est que encore on peut librement critiquer l'islam ou tout ça, mais il faut quand même arriver à avoir une critique qui est une critique positive. Quand j'ai une critique positive, c'est pas forcément une critique où tu vas être d'accord, mais une critique ou en tout cas c'est une critique qui réfléchit. Comme on dit en France, il y a un adage qui dit que justement il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, mais c'est exactement pareil. Avant d'ouvrir la bouche, et ben tu m'excuseras, mais bon, il faut quand même essayer d'avoir un certain esprit analytique et une certaine culture pour éviter justement de raconter des bêtises et d'en arriver à à une telle paranoïa, à de tels excès. Parce que voilà, c'est quand même stupide d'oser dire que le fait d'être musulman, c'est incompatible avec avec le savoir profane, avec l'art, la philosophie, les lettres, les mathématiques, la science. Enfin voilà quoi. Il y a eu énormément de physiciens, de philosophes, de penseurs musulmans et d'autres. Hein. Il y a eu des juifs, il y a eu tout ça. Enfin, je veux dire, ce n'est nullement une religion ou une quelconque philosophie qui empêche de s'inscrire dans un autre domaine et d'être réputé dans un autre domaine. C'est l'histoire nous le prouve quand même. Voilà. Mais quand même, moi si j'en tire quand même une certaine chose de ce débat, c'est que j'ai remarqué que si on est un musulman qui intervient dans le débat de manière vulgaire, en gros, pour eux c'est normal, on donne du grain à moudre à leur moulin, quoi. En gros, en quelque sorte, pour eux c'est normal, on arrive, c'est notre place, on est musulman, on est fait pour être des racailles qui ne savent pas s'exprimer, et qui sont vulgaires et qui allons dans l'insulte. Par contre, si on arrive de manière polie, de manière courtoise, et bah tout de suite ça devient suspect. Donc pour eux, on n'est pas simplement des gens qui cherchent à dialoguer, on est forcément des gens qui cherchent à les convertir, on est tout de suite taxé de prosélyte, et voilà, ça devient presque écœurant en fait de venir en fait discuter en partant sur un bon principe et au final d'être presque insulté et d'être tout constamment en fait dans la suspicion que l'on soit des terroristes, etc. C'est quand même un peu gênant quoi au final. Malgré tout, hein, parce qu'il y a quand même malgré tout, hein, tout n'est pas noir, il y a certaines personnes qui se déclarent elles-mêmes laïcs ou chrétiens et qui ont reconnu une certaine sagesse une certaine sagesse que je me prête moi-même pas. Hein. J'ai quand même l'humilité de reconnaître, j'ai que 22 ans, enfin bientôt 23 et j'ai pas forcément les connaissances ni voilà, j'ai pas de diplôme en théologie, j'ai pas de diplôme en histoire, tout ça. Moi c'est uniquement sur la base de mes lectures et de mon plaisir hein, que j'acquiert des connaissances. Ce n'est absolument pas dans un but d'avoir un diplôme et je n'ai pas la prétention d'être un imam ou d'être un savant, hein, bien au contraire. Mais il y en a quand même certains qui ont déclaré trouver une certaine sagesse dans mon discours et dans le discours d'autres musulmans qui sont intervenus dans le débat. Donc finalement, ce n'est pas si vain que ça en fait d'argumenter, de débattre. Hein. On arrive quand même à convaincre ou en tout cas à ouvrir les yeux, à donner du bon grain à moudre cette fois-ci à certaines personnes. Donc c'est plutôt le côté positif. Le côté négatif, c'est que bah évidemment, plus on discute et plus évidemment on va partir dans une guerre d'ego. Dans une guerre d'orgueil. Dans ce cas-là, ça devient presque un clash de rappeurs. Hein. On n'est même plus dans un débat. De toute façon, là, dans le débat qu'on a fait, on s'est totalement écarté du sujet sur le voile islamique. On en est venu à des guerres de suspicion pour savoir si un tel ou un tel était un véridique musulman, ou est-ce qu'il se trompait, ou est-ce que il essayait de convaincre des gens, de les convertir. Enfin, voilà quoi, on était totalement loin du sujet, c'était de l'attaque strictement personnelle. Donc, voilà. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les religieux et la religion.
Il faut savoir que déjà, les religieux, ils ne sont qu'une pâle copie de ce qu'est la religion. Ce sont des gens qui essayent d'appliquer la religion, mais ils ne peuvent pas l'appliquer parfaitement. Ce sont des gens qui essayent. Quand tu es religieux, tu essayes ta religion. Tu ne peux pas être la religion incarnée. Donc il faut déjà sortir de ce débat-là. Parce que je vois beaucoup de gens qui, justement, quand on parle de religion, me demandent de donner des exemples factuels. Et moi je réponds que c'est impossible. Surtout là sur ce débat-là, excusez-moi, sur ce débat-là où on parle de choses qui sont des choses justement théologiques, donc tirées des livres, qui partent non pas de faits et d'exemples, mais d'écrits. Il faut savoir qu'il y a quand même une différence entre ce qui est écrit et ce qui est appliqué. Sachant que ce qu'il y a dans les écritures, c'est on va dire ce à quoi il faut parvenir, mais que évidemment c'est impossible d'y parvenir de manière complète. Le croyant, le musulman, le religieux, il ne peut pas arriver à parfaitement adapter sa religion, ses textes, à sa vie. Il va forcément commettre des erreurs de jugement, voilà, il peut pas être on va dire qu'il ne peut pas être le miroir exact de sa religion. Il va forcément n'être qu'une pâle copie, une pâle représentation. Voilà. Donc il faut déjà partir de ce point de vue-là. Quand quelqu'un vous parle de théologie en argumentant avec les textes, ce n'est pas en argumentant, en lui demandant de donner des exemples réels, que vous allez le discréditer. Il faut partir sur le même type de discours que lui, c'est-à-dire en essayant de réfuter les textes par les textes. Sinon, déjà, on biaise le débat de manière totale. Voilà. C'est un des points très importants qu'il faudra retenir, à mon avis, dans les débats. C'est un des côtés qui est moins positif dans le débat sur internet, c'est que justement tout le monde peut choisir d'intervenir, mais malheureusement on ne choisit pas son interlocuteur. C'est le problème, c'est que on peut arriver à trouver des gens, même s'ils ne sont pas de notre point de vue, même si ce sont des gens qui sont parfois totalement à l'opposé de ce que l'on est, de ce que l'on représente comme idée, on peut arriver à trouver des gens qui, malgré ça, ont quand même l'aimabilité, ou en tout cas la science du débat adéquate, pour justement tenir des discussions courtoises sur la base de l'échange, du dialogue, sans chercher forcément à convaincre, mais simplement à apprendre de l'autre, à apprendre des autres cultures, et puis à donner la parole aux gens à qui ça s'adresse. Moi, si demain je fais un article sur les végétariens, je vais pas exclure les végétariens du débat et les taxer de prosélytes pro-végétarisme qui essayent de convaincre les gens. Je vais les laisser s'exprimer et je vais pas être suspicieux envers eux à chaque truc qu'ils diront, c'est évident. Je vais pas uniquement réserver ce dialogue aux gens qui mangent de la viande. C'est justement au contraire le but d'écrire un tel article, où voilà, c'est d'échanger les points de vue et de permettre aux gens dont il est question de s'exprimer dessus, de pas uniquement les rejeter du débat et puis parler d'eux entre nous. Là, ça s'apparente presque à du complot contre eux, quoi, si jamais on faisait ça. Donc voilà. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait, à savoir est-ce que le débat sur internet est-il utile ou au contraire est-il inutile, je vais vous citer une citation qui est attribuée à Al-Makhzoumi et qui dit, donc il s'adresse visiblement à son fils, mon fils ne débat pas beaucoup et n'argumente pas avec l'idiot. Donc voilà. Et à cela, je peux rajouter aussi toutes les références islamiques et non islamiques, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer. Enfin bref, toutes les références qui font réfléchir sur le bienfait de parler peu, de parler uniquement de choses dont on a connaissance, et de se taire et d'écouter,
si on a peu de science sur le sujet, est justement d'apprendre. Voilà. Donc je me suis arrêté déjà donc sur cette citation. Mon fils ne débat pas beaucoup et n'argumente pas avec l'idiot, sur le mot l'idiot. Parce qu'effectivement sur internet, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est libre de s'intégrer au débat public. Donc on va tomber forcément sur des gens qui vont être intéressants, même s'ils ne sont pas forcément du même avis, même s'ils sont totalement opposés, qui vont donner justement une opposition qui va être une opposition construite, une opposition courtoise, une opposition d'idées. Et puis on va aussi avoir des idiots, c'est-à-dire des gens qui vont intervenir, qui vont vous balancer dans la gueule tous leurs arguments simplistes, leurs raccourcis et leurs préjugés. Et puis il faut aussi se dire une chose, c'est qu'une personne peut aujourd'hui être ouverte, être raisonnable, et puis demain elle a des soucis, elle est un peu plus lunatique, et du coup être moins ouverte sur le sujet. Et puis aussi il faut savoir qu'il y a l'expérience. Moi par exemple, on va prendre un exemple tout à fait banal, mettons que je sois absolument pas contre les Roms, la communauté Rome, et que demain je me fasse voler par un Rome, et ben peut-être que mon discours serait amené à être changé simplement sur la base de mon expérience. Je suis pas aussi bête pour ça, c'est pas parce que je me fais voler demain par un noir ou par un arabe ou par un Rome ou par un français que je vais mettre toute la communauté Rome, arabe, noire, française dans le même panier. Mais voilà, il y a des gens qui sont capables de faire de simples raccourcis comme ça. Donc, moi je vais vous répondre sur l'utilité de débattre ou non. Je vais répondre que oui, c'est important de débattre avec les gens, surtout quand il est question justement de vous-même. Donc moi je suis musulman, donc j'interviens souvent quand je vois des discours qui s'adressent justement ou qui parlent des musulmans, parce que je trouve qu'il est important de s'exprimer quand il est question de nous, pour éviter justement les discours tout faits de gens qui ne font pas partie de la communauté, mais ça s'adresse à tout le monde. Si vous êtes végétarien, que vous voyez des gens qui discutent du végétarisme mais qui ne sont pas végétariens, intervenez. Si vous êtes Rome et que vous voyez des gens qui parlent des Roms, bah c'est pareil, intervenez. Ça s'adresse un peu à tout le monde. Mais donc pour le débat, il faut débattre, c'est important de débattre, mais il faut le faire avec suffisamment, on va dire, de recul pour pouvoir débattre avec justesse et non avec passion. Il faut faire preuve de patience, il faut éviter donc de monter en orgueil même si certains vous insultent, il faut éviter de faire preuve d'ego et de répondre à la bêtise par la bêtise. Et il faut donc rester droit, ferme, tout en étant ouvert et courtois, poli. Et surtout, un autre point qui me semble très important, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que, de toute manière, que vous écriviez 5, 10, 20 ou 40 commentaires, que vous dites autant de phrases, ça aura le même résultat. C'est-à-dire que de toute manière, des fois, ça ne sert à rien d'alimenter le débat contre des gens qui vous réfutent. Puisque de toute manière, parfois, il suffit d'un seul commentaire pour convaincre les gens, et des fois, au bout d'un moment, vous en écrivez 5 ou vous en écrivez 40, voilà, vous n'aurez pas plus de gens qui vous vont suivre et pas moins de gens qui vont ne pas vous suivre, justement. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter à temps pour éviter justement des fois de partir dans des extrêmes où vous-même ça va vous énerver et voilà, votre patience, comme la mienne, a ses limites. Donc voilà, il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment. Et donc voilà, pour conclure, et ça ce sera plutôt à vous d'en débattre dans les commentaires, ou même si vous voulez pas en débattre, simplement ça alimentera votre réflexion. Selon vous, est-ce vain de discuter, d'argumenter, de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Sur quel principe? Oui ou non? Donc, éventuellement, donner également vos avis, vos expériences, et voilà. Comme je l'ai dit, moi je suis pas parti d'un fait général, je suis parti d'un exemple factuel, donc tout simple, voilà. Je suis
je suis parti d'une de mes expériences et je l'ai raconté. Je suis absolument pas parti d'un principe général parce que j'estimais que déjà la vidéo va être longue. Ça servait à rien parce que sinon j'aurais dû faire une digression pendant 1 heure, ce qui au final est vraiment indigeste. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, si vous avez eu le courage d'écouter jusqu'ici. Je vous laisse donc éventuellement en discuter, ou pas. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire des retours si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Peut-être que j'en ferai d'autres. Vais-je renouveler l'expérience? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre des retours, ça va dépendre de mon envie, parce que même si j'ai des retours uniquement négatifs, si jamais demain j'ai envie de m'exprimer à nouveau, je ne l'empêcherai pas. Donc voilà. Et au revoir à tous, et à la prochaine.